L'origine et l'expansion des Phéniciens. Un peuple maritime aux origines antiques. Les Phéniciens sont une civilisation antique qui tire ses racines de l'actuel Liban. Ils sont issus d'une région située entre la mer Méditerranée et les montagnes du Levant. Ce peuple, connu pour ses talents de navigateur et de commerçant, a joué un rôle central dans le développement des échanges en Méditerranée antique. Dès le 3e millénaire avant notre ère, les premiers ancêtres des Phéniciens s'installent le long de la côte orientale de la Méditerranée. Cette région est marquée par un relief particulier, des vallées boisées, de riches forêts de cèdres et des collines escarpées qui bordent la mer. Cette situation géographique unique favorise le développement d'une culture tournée vers la mer et le commerce. Les cités phéniciennes, dont les plus célèbres sont Byblos, Sidon et Tyr, émergent progressivement comme des centres commerciaux prospères. Contrairement aux grandes puissances voisines, comme l'Égypte ou la Mésopotamie, les Phéniciens ne cherchent pas à construire un empire territorial, mais préfèrent établir un réseau commercial vaste et influent. Leurs cités sont politiquement indépendantes, bien que partageant des liens culturels et religieux forts. 2. L'essor du commerce maritime et la maîtrise de la navigation. L'une des principales forces des Phéniciens réside dans leur maîtrise exceptionnelle de la navigation. Grâce à leurs connaissances avancées en construction navale, ils développent des embarcations robustes et rapides, adaptées au transport de marchandises sur de longues distances. Leurs navires sont conçus pour résister aux tempêtes et pour transporter des cargaisons lourdes, ce qui leur permet d'étendre leur commerce bien au-delà des côtes du Levant. Les Phéniciens établissent des comptoirs commerciaux le long des principales routes maritimes, échangeant une variété de produits tels que le bois de cèdre, les épices, les textiles, le verre soufflé et, bien sûr, leur fameuse teinture pourpre. Cette dernière, extraite d'un mollusque marin appelé murex, est particulièrement prisée des élites de l'époque, notamment en Grèce et à Rome, car elle symbolise le pouvoir et la richesse. Le commerce phénicien ne se limite pas à la Méditerranée orientale. Ils établissent des routes jusqu'en Égypte, en Crète, en Anatolie, en Afrique du Nord, en Sicile et même jusqu'aux côtes atlantiques de l'Espagne et du Maroc. Certaines sources suggèrent même que les Phéniciens auraient atteint les îles britanniques pour y chercher de l'étain, un métal essentiel pour la fabrication du bronze. 3. L'influence des grandes puissances voisines. Pendant longtemps, les Phéniciens vivent sous l'influence de puissants empires qui les dominent politiquement et militairement. L'influence égyptienne. L'Égypte ancienne exerce une forte influence sur la Phénicie, imposant un tribut aux cités phéniciennes en échange de leur relative autonomie. En retour, les Phéniciens fournissent aux Égyptiens des matières premières rares, notamment du bois de cèdre utilisé pour la construction de temples et de navires. La menace assyrienne. Au 8e siècle avant notre ère, l'Empire assyrien impose un lourd tribut aux cités phéniciennes, les obligeant à payer en or, argent et cuivre pour éviter la destruction. Cette période de vassalité est marquée par des révoltes sporadiques contre l'oppression assyrienne. L'indépendance et l'expansion. Vers 1200 avant notre ère, un bouleversement politique secoue le Proche-Orient. L'affaiblissement de l'Égypte et la chute de certaines puissances permettent aux Phéniciens de se libérer de leur joug et de prendre leur essor comme acteurs principaux du commerce méditerranéen. 4. La diffusion culturelle et technologique. Au-delà du commerce, les Phéniciens contribuent de manière significative à la diffusion culturelle dans le bassin méditerranéen. Ils propagent leurs connaissances en navigation, en construction navale et en artisanat. L'un de leurs apports les plus notables à la civilisation mondiale est l'invention de l'alphabet phénicien, un système d'écriture simplifié qui influencera directement les alphabets grecs, latins et arabes. Cet alphabet, composé de 22 lettres représentant des sons plutôt que des idéogrammes complexes, révolutionne la communication écrite. Il permet une plus grande accessibilité à l'écriture et favorise l'administration efficace des transactions commerciales. L'alphabet phénicien devient ainsi l'un des plus grands legs de cette civilisation. 5. La naissance de Carthage et la transition vers l'Ouest. Avec la montée des Assyriens et d'autres puissances rivales en Orient, les Phéniciens décident de renforcer leur présence en Méditerranée occidentale. C'est ainsi qu'est fondée Carthage vers 814 avant notre ère, selon la légende par la princesse Didon. Rapidement, cette colonie devient un centre commercial majeur et prend progressivement son indépendance vis-à-vis de sa mère patrie, Tyr. Carthage hérite des traditions commerciales et navales phéniciennes, tout en développant une puissance militaire qui lui permettra de rivaliser avec les plus grandes nations de l'Antiquité. Elle deviendra, en quelques siècles, l'ennemi juré de Rome dans une série de conflits historiques appelés les guerres puniques. Ainsi, des marchands des cités phéniciennes aux grandes batailles de Carthage, l'héritage de ce peuple de navigateurs continue d'influencer le monde antique et moderne. Composée des grandes familles de commerçants et d'armateurs, cette classe dirigeante détenait la majeure partie des richesses et du pouvoir politique.
Les artisans et agriculteurs, ils formaient la classe moyenne et jouaient un rôle essentiel dans l'économie locale. Les artisans étaient renommés pour leur production de céramique, de textiles et de verre soufflé. Les mercenaires et soldats, contrairement à Rome, Carthage n'avait pas d'armée citoyenne, ce qui signifiait que de nombreux guerriers étaient des mercenaires étrangers, recrutés en Afrique, en Ibérie ou en Gaule. Les esclaves, issus des conquêtes ou du commerce, ils étaient souvent employés dans les champs, les mines ou comme domestiques dans les maisons riches. Le rôle des femmes à Carthage était relativement plus libre que dans d'autres civilisations antiques. Certaines femmes de l'élite marchande géraient des affaires commerciales et participaient même aux rituels religieux en tant que prêtresses. Petit losange bleu mode de vie et urbanisme. Carthage était une ville cosmopolite dotée d'une architecture avancée. Son urbanisme était structuré en plusieurs quartiers. La ville haute, où se trouvait l'élite, la ville basse, marchés, artisans, et le port. Les infrastructures incluaient des aqueducs, des marchés animés, des sanctuaires religieux et des thermes publics. La ville possédait un des ports les plus impressionnants du monde antique, avec un bassin circulaire permettant d'accueillir et de réparer plusieurs dizaines de navires simultanément. Le quotidien des habitants était rythmé par les échanges commerciaux, les festivités religieuses et les marchés, où l'on trouvait épices, tissus, poteries et autres produits exotiques venus de toute la Méditerranée. Petit losange bleu religion et pratiques funéraires. La religion carthaginoise était polythéiste et dérivée des croyances phéniciennes. Les dieux principaux incluaient Balamon, dieu suprême du feu et de la fertilité, et Tani, déesse protectrice de la ville. Les sacrifices religieux, notamment les sacrifices d'enfants, sont une question controversée. Des récits grecs et romains affirment que les Carthaginois pratiquaient des offrandes humaines, notamment au Tophet de Carthage, bien que certains historiens modernes contestent cette vision et y voient plutôt des sépultures d'enfants morts naturellement. Les rituels funéraires comprenaient des offrandes de nourriture et d'objets précieux, accompagnés d'inscriptions sur des stèles, souvent placées dans des nécropoles en dehors de la ville. Petit losange bleu art et artisanat. L'art carthaginois était un mélange d'influences diverses. Les mosaïques et sculptures étaient inspirées des traditions grecques et égyptiennes. Les bijoux en or et en argent témoignaient d'un savoir-faire raffiné, avec des motifs reprenant les symboles phéniciens et berbères. Le verre soufflé, technique dans laquelle les Carthaginois excellaient, était exporté dans tout le bassin méditerranéen. La musique et le théâtre faisaient partie intégrante de la culture carthaginoise, bien que peu de traces écrites de leur littérature aient survécu. Ainsi, Carthage n'était pas seulement une puissance militaire et économique, mais aussi une civilisation florissante avec une culture riche et une organisation sociale sophistiquée. Son influence perdura bien après sa destruction, notamment à travers les traditions berbères en Afrique du Nord et les innovations architecturales et commerciales qu'elle transmit aux Romains et aux peuples méditerranéens. La montée de Carthage et son organisation politique. 1. La fondation et les débuts de Carthage. Selon la légende, Carthage fut fondée en 814 avant notre ère par la princesse Didon, ou Élissa, qui, fuyant son frère Pygmalion, roi de Tyr, s'installa sur les côtes de l'actuelle Tunisie. Didon aurait négocié avec un souverain local l'acquisition d'un territoire aussi grand que pourrait en recouvrir une peau de bœuf. Par une ruse ingénieuse, elle découpa la peau en fines lanières pour entourer une vaste superficie où elle établit la ville. Bien que ce récit soit mythologique, les archéologues confirment que Carthage fut bien fondée au 8e siècle avant notre ère par des colons phéniciens en quête de nouvelles opportunités commerciales. La ville portait le nom de Karadasht, signifiant « la nouvelle ville » en phénicien. Son emplacement était idéal. Située sur le golfe de Tunis, elle bénéficiait d'un port naturel bien protégé, ce qui en faisait un carrefour maritime stratégique entre la Méditerranée orientale et occidentale. Les Carthaginois bâtirent des infrastructures portuaires avancées et mirent en place un réseau commercial qui allait façonner leur prospérité. Carthage s'imposa rapidement comme une puissance incontournable, grâce à son savoir-faire en navigation et son dynamisme économique. Ses habitants maîtrisaient déjà les techniques de construction navale et les échanges commerciaux complexes, établissant des liens avec les grandes civilisations méditerranéennes comme les Égyptiens, les Grecs et les Étrusques. 2. Une puissance commerciale en pleine expansion. Le succès de Carthage repose sur son dynamisme économique et sa domination des routes commerciales maritimes. Contrairement à d'autres civilisations qui privilégiaient la conquête militaire, les Carthaginois misaient avant tout sur le commerce et l'exploitation stratégique des ressources naturelles. Cette approche permit à Carthage de se hisser parmi les puissances les plus influentes du monde antique. Un réseau commercial tentaculaire. Dès ses premiers siècles, Carthage établit un réseau commercial couvrant l'ensemble du bassin méditerranéen et s'étendant bien au-delà.
Les marchands carthaginois entretenaient des relations avec des régions aussi éloignées que l'Ibérie, les îles britanniques et l'Afrique subsaharienne. Le commerce était structuré en plusieurs routes. La route méditerranéenne orientale, reliant Carthage à l'Égypte et au Proche-Orient, permettant l'importation de blé, de papyrus et d'objets artisanaux. La route ibérique, cruciale pour l'exploitation des mines d'argent et de cuivre, essentielle pour le financement des entreprises commerciales et militaires de Carthage. La route africaine, traversant le Sahara, où l'on échangeait l'or, l'ivoire, les peaux d'animaux et les esclaves contre des produits manufacturés et des outils métalliques. Les produits phares du commerce carthaginois. Les Carthaginois étaient réputés pour leur excellence en matière de production et de distribution de biens de haute qualité. Parmi leurs principales exportations, on retrouvait les tissus teints à la pourpre de Tyr, un produit de luxe obtenu grâce à l'extraction de pigments rares du murex, un coquillage méditerranéen. Le verre soufflé, technique raffinée qui permit à Carthage de produire des objets en verre coloré d'une qualité inégalée. Les céramiques fines, diffusées dans tout le monde méditerranéen, reconnaissables à leurs formes élégantes et à leurs motifs complexes. Une organisation commerciale efficace. La prospérité de Carthage reposait sur une organisation rigoureuse du commerce. Les marchands et navigateurs carthaginois étaient regroupés en guildes puissantes qui contrôlaient l'accès au marché et aux ressources. Ils bénéficiaient de facilités portuaires et d'un soutien logistique développé par l'État. Les ports de Carthage étaient particulièrement avancés. Son port militaire et commercial, doté de bassins circulaires, permettait d'abriter et de réparer des navires en grand nombre. Ce dispositif unique en son genre assurait une rotation rapide des flottes marchandes et une protection efficace contre d'éventuels assaillants. Une diplomatie commerciale bien rodée. Les Carthaginois ne se contentaient pas de dominer le commerce par la force, ils savaient aussi nouer des alliances économiques et diplomatiques. Ils concluaient des traités avec diverses puissances pour garantir des conditions commerciales favorables. Des accords furent ainsi passés avec Rome avant que les tensions entre les deux cités ne dégénèrent en conflit. Cette puissance commerciale fut un atout majeur dans la montée en puissance de Carthage, mais aussi une source d'envie et de rivalité. Son expansion économique et maritime la plaça bientôt en concurrence directe avec d'autres puissances, notamment les Grecs et, plus tard, les Romains, qui voyaient d'un mauvais œil cette domination des échanges en Méditerranée. Le commerce florissant de Carthage, basé sur une organisation méticuleuse et des échanges à grande échelle, permit à la cité de s'enrichir considérablement et de financer ses ambitions politiques et militaires. Mais cette expansion ne pouvait se faire sans provoquer de tensions avec d'autres peuples, notamment avec Rome, qui aspirait elle aussi à contrôler les routes commerciales du monde antique. Très vite, Carthage se détache de sa métropole Tyr et développe sa propre autonomie économique et militaire. Grâce à une flotte puissante et à une politique expansionniste, elle étend son influence sur les routes commerciales maritimes. La ville devient rapidement le centre d'un réseau commercial dense reliant l'Afrique du Nord, la Sicile, la Sardaigne, l'Espagne et même des contrées plus lointaines comme la Gaule et la Grande-Bretagne. Les Carthaginois pratiquaient le commerce à grande échelle, échangeant des matières premières telles que les métaux précieux, le bois de cèdre, les épices, l'ivoire et les esclaves contre des produits manufacturés comme la céramique, le verre soufflé et les tissus teintés de pourpre. La pourpre, extraite du murex, était particulièrement prisée par l'aristocratie et la royauté du monde antique, renforçant la richesse de Carthage. Le commerce maritime était rigoureusement structuré. Les Carthaginois fondaient des comptoirs fortifiés et établissaient des monopoles commerciaux sur les ressources stratégiques. Les routes commerciales qu'ils traçaient devinrent essentielles pour l'économie méditerranéenne pendant des siècles. L'efficacité de l'économie carthaginoise était renforcée par une administration bien organisée et un système bancaire rudimentaire permettant le financement des expéditions commerciales et militaires. Les artisans et marchands carthaginois étaient parmi les plus habiles du monde antique, produisant des biens de luxe recherchés dans toute la Méditerranée. 3. Une organisation politique unique. L'une des forces de Carthage résidait dans son système politique sophistiqué, qui permettait une gestion efficace de ses affaires internes et externes. Contrairement aux monarchies héréditaires ou aux démocraties directes comme celle d'Athènes, Carthage fonctionnait selon un modèle oligarchique, où le pouvoir était détenu par une élite de riches marchands et armateurs. Ce système garantissait une stabilité politique, tout en permettant une flexibilité dans la prise de décision face aux défis militaires et économiques. Le gouvernement et le rôle des suffètes. À la tête du gouvernement carthaginois se trouvaient 2 suffètes, équivalents des consuls romains. Ils étaient élus pour un mandat d'1 an et s'occupaient des affaires civiles, militaires et religieuses. Leur mission principale était d'administrer la cité, de superviser les relations diplomatiques et de diriger les armées en temps de guerre.
Les suffètes n'avaient cependant pas de pouvoir absolu. Leurs décisions devaient être approuvées par le Sénat et, dans certains cas, par les assemblées populaires. Ce système évitait la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul individu et assurait un équilibre politique. Le Sénat et les conseils, le cœur du pouvoir carthaginois. Le Sénat carthaginois, composé d'environ 300 membres, représentait l'organe politique central. Il était constitué des grandes familles marchandes et des élites militaires, garantissant ainsi que les décisions prises servaient avant tout les intérêts économiques de la cité. Son rôle était crucial dans la gestion des affaires étrangères, des finances et de l'armée. Outre le Sénat, Carthage possédait un Conseil des 104, chargé de surveiller les suffètes et les généraux afin de prévenir la corruption et d'assurer la discipline militaire. Ce conseil, souvent redouté, avait le pouvoir de juger et de punir les dirigeants en cas de faute grave. Il incarnait ainsi un contre-pouvoir efficace et unique dans le monde antique. Les assemblées populaires et le pouvoir du peuple. Malgré l'oligarchie dominante, le peuple carthaginois jouait un rôle non négligeable à travers les assemblées populaires. Celles-ci pouvaient être convoquées pour trancher en cas de désaccord entre le Sénat et les suffètes, ou pour approuver des décisions militaires et diplomatiques. Toutefois, l'influence du peuple était limitée par le poids des élites marchandes, qui détenaient le véritable pouvoir. Contrairement à Rome, où les citoyens pouvaient s'enrôler dans l'armée et accéder à des fonctions politiques, la structure sociale de Carthage limitait la participation populaire à la sphère publique. Une administration bien rodée. Carthage gérait son empire commercial et militaire à l'aide d'une administration bien organisée. Des gouverneurs, appelés suffragants, étaient envoyés dans les territoires sous contrôle carthaginois pour assurer la collecte des impôts et la gestion locale. Ces fonctionnaires étaient directement redevables au Sénat et devaient rendre compte de leur administration. L'administration fiscale était particulièrement développée, avec un système de taxation efficace sur le commerce et la production agricole. Les revenus générés permettaient d'entretenir la flotte et d'engager des mercenaires, indispensables à la puissance militaire carthaginoise. Un modèle inspirant pour d'autres civilisations. L'organisation politique de Carthage était d'une grande modernité pour son époque et servit de modèle à d'autres puissances, y compris Rome. De nombreux historiens considèrent que la structure institutionnelle carthaginoise a influencé la République romaine, notamment en ce qui concerne la séparation des pouvoirs et la gestion des affaires commerciales et militaires. Cependant, ce système oligarchique avait aussi ses limites. La concentration du pouvoir entre les mains d'une élite réduite rendait parfois difficile la prise de décisions unanimes, notamment en période de crise. De plus, la dépendance excessive à une armée de mercenaires représentait un risque en cas de troubles internes ou de difficultés financières. Ainsi, bien que stable et efficace, l'organisation politique de Carthage fut mise à rude épreuve lors de ses affrontements avec Rome, une république où la participation citoyenne et l'engagement militaire étaient bien plus développés. Cette différence structurelle allait devenir un facteur déterminant dans les conflits à venir entre les deux superpuissances de la Méditerranée. Contrairement aux monarchies orientales ou aux républiques comme Athènes, Carthage adopta un modèle politique oligarchique où le pouvoir était détenu par une élite de riches marchands et armateurs. Ce système favorisait la stabilité économique et le développement commercial. Le gouvernement et le rôle des suffètes. Carthage était dirigé par 2 suffètes, équivalents des consuls romains. Ils étaient élus pour un mandat d'1 an et s'occupaient principalement des affaires civiles et militaires. Ils ne possédaient pas de pouvoir absolu, car leurs décisions étaient soumises à l'approbation du Sénat et des assemblées populaires. Cette limitation du pouvoir personnel empêchait l'émergence d'une dictature. Le Sénat et les conseils. Le Sénat carthaginois, composé d'environ 300 membres, était l'organe politique central. Ces membres étaient issus des familles les plus influentes de la ville, principalement des commerçants et propriétaires terriens. Ils géraient les relations diplomatiques, les finances, la guerre et la politique commerciale. Outre le Sénat, un conseil des 104 était chargé de surveiller les suffètes et de garantir leur intégrité. Ce système de contre-pouvoir limitait les risques de tyrannie et de corruption, bien que le pouvoir restât concentré entre les mains d'une élite restreinte. Les assemblées populaires. Malgré l'oligarchie dominante, le peuple de Carthage avait un certain rôle à jouer à travers les assemblées populaires. Ces assemblées pouvaient intervenir dans les décisions politiques importantes, notamment en cas de désaccord entre les suffètes et le Sénat. Cependant, leur pouvoir restait limité par l'influence des grandes familles marchandes. L'organisation politique de Carthage inspira même plus tard certaines structures du gouvernement romain, en particulier en ce qui concerne la séparation des pouvoirs et la gestion des affaires commerciales et militaires. 4. Une expansion territoriale stratégique. L'expansion de Carthage ne s'est pas faite par la conquête de vastes territoires terrestres,
comme Rome ou l'Empire perse, mais par une approche plus subtile et stratégique. La cité-État carthaginoise a consolidé son influence à travers le contrôle des routes commerciales, l'établissement de comptoirs fortifiés et la domination maritime. Cette méthode permit à Carthage de devenir une puissance économique et militaire incontournable en Méditerranée. Une stratégie fondée sur le commerce et la navigation. Plutôt que d'étendre un empire terrestre, Carthage privilégia le développement d'un empire commercial. Elle établit des colonies et des comptoirs dans des régions stratégiques, notamment en Afrique du Nord, en Ibérie, en Sardaigne, en Sicile et jusqu'aux côtes atlantiques. Ces établissements servaient de relais pour les marchands carthaginois et assuraient un monopole sur certaines ressources précieuses, comme les métaux d'Espagne et l'or du Sahara. Les Carthaginois étaient aussi réputés pour leur savoir-faire en navigation. Leur flotte de guerre, composée de quinquérèmes et de trirèmes, était parmi les plus avancées du monde antique. Ces navires rapides et maniables leur permettaient d'assurer une protection efficace des voies commerciales et de bloquer les tentatives d'expansion de leurs rivaux. La Sicile et la Sardaigne, point névralgique du commerce méditerranéen. Dès le VIe siècle avant notre ère, Carthage cherche à asseoir son contrôle sur la Sicile et la Sardaigne, deux îles vitales pour le commerce en Méditerranée. La Sicile, en particulier, est un territoire clé, car elle est située entre la Grèce et l'Italie et possède des ressources agricoles précieuses. Ces riches terres fertiles attiraient les convoitises et en faisaient un enjeu majeur des conflits méditerranéens. Cependant, l'expansion carthaginoise en Sicile entraîne des affrontements fréquents avec les cités grecques, notamment Syracuse. Cette rivalité donna lieu à une série de guerres entre Carthage et les Grecs, prélude aux futures confrontations avec Rome. L'Ibérie et la route des métaux. L'Espagne représentait un territoire stratégique pour Carthage en raison de ses abondantes ressources minières. Dès le IVe siècle avant notre ère, la cité y établit des colonies, comme Gadir, Cadix, et développa un important réseau d'exploitation des mines d'argent et de cuivre. Ces richesses permettaient de financer l'expansion commerciale et militaire de Carthage, notamment l'entretien de sa flotte et le paiement de ses mercenaires. Sous le commandement des Barcides, une dynastie carthaginoise influente, l'Ibérie devint un centre majeur du pouvoir carthaginois. Hamilcar Barca, puis son fils Hannibal, poursuivirent cette expansion en consolidant leur contrôle sur la région, ce qui allait inquiéter Rome et déclencher la Deuxième Guerre punique. L'Afrique du Nord et le commerce transsaharien. L'Afrique du Nord était un autre pilier de l'expansion carthaginoise. Carthage noua des alliances avec les peuples berbères, qui fournissaient des soldats et des matières premières en échange de produits manufacturés et de protection militaire. Le commerce transsaharien permit aux Carthaginois d'accéder à des ressources rares comme l'or, l'ivoire et les épices. Les territoires sous influence carthaginoise en Afrique du Nord étaient gérés par des gouverneurs locaux, qui assuraient le maintien de l'ordre et la perception des taxes. L'agriculture y était également très développée, notamment la culture du blé et des oliviers, fournissant des denrées essentielles pour l'économie carthaginoise. Les comptoirs atlantiques et l'exploration au-delà des colonnes d'Hercule. Les Carthaginois furent parmi les premiers navigateurs à franchir les colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar, pour explorer l'Atlantique. Ils établirent des comptoirs sur les côtes du Maroc actuel et probablement jusqu'aux îles Canaries. Certains récits évoquent même des expéditions menées vers les côtes de l'Afrique de l'Ouest, où les Carthaginois pratiquaient le troc avec les populations locales. L'un des navigateurs les plus célèbres de Carthage, Hanon, aurait dirigé une expédition maritime le long de la côte africaine, atteignant des contrées inexplorées et rapportant des récits sur des terres exotiques et des créatures mystérieuses. Cette ouverture vers de nouveaux horizons montre l'ingéniosité et l'audace des marins carthaginois, qui cherchaient constamment à repousser les limites du monde connu. Un modèle d'expansion différent de celui de Rome. Contrairement à Rome, qui privilégiait la conquête militaire et l'annexion directe de territoires, Carthage optait pour une expansion basée sur la domination commerciale et maritime. Son contrôle des routes commerciales lui permettait de générer d'énormes richesses sans avoir à s'engager dans de longues campagnes de guerre terrestre. Toutefois, cette stratégie présentait aussi des faiblesses. Carthage dépendait largement de son commerce pour maintenir son influence, et sa puissance militaire reposait en grande partie sur des mercenaires plutôt que sur une armée citoyenne. En cas de crise économique ou de soulèvement interne, ces mercenaires pouvaient se retourner contre leurs employeurs, comme ce fut le cas lors de la guerre des mercenaires, 241 à 238 avenue Jésus-Christ, qui affaiblit gravement Carthage. Les rivalités avec Rome et le déclenchement des guerres puniques. L'expansion de Carthage et son contrôle des routes maritimes entrèrent progressivement en conflit avec les ambitions de Rome. Si les deux puissances avaient initialement signé des traités de non-agression et d'accords commerciaux, leurs intérêts en Sicile et en Ibérie allaient provoquer une rivalité grandissante.
En 264 avenue Jésus-Christ, les tensions éclatèrent en Première Guerre punique, un conflit majeur qui opposa les deux superpuissances pour le contrôle de la Méditerranée occidentale. Ce fut le début d'une série de guerres qui allait marquer l'histoire antique et aboutir à la destruction de Carthage en 146 avenue Jésus-Christ. Ainsi, bien que son modèle d'expansion ait été brillant et novateur, Carthage dut affronter des adversaires redoutables qui contestaient son hégémonie. Sa rivalité avec Rome, fondée sur des différences économiques et stratégiques, allait devenir l'un des affrontements les plus emblématiques du monde antique. L'expansion carthaginoise ne s'est pas faite par la conquête de vastes territoires terrestres, comme Rome ou l'Empire perse, mais par le contrôle de routes commerciales et de points stratégiques. Carthage s'assura ainsi le contrôle de plusieurs régions essentielles pour son économie. La Sicile et la Sardaigne, point névralgique du commerce. Dès le VIe siècle avant notre ère, Carthage cherche à asseoir son contrôle sur la Sicile et la Sardaigne, deux îles vitales pour le commerce en Méditerranée. La Sicile, en particulier, est un territoire clé, car elle est située entre la Grèce et l'Italie, et possède des ressources agricoles précieuses. Cependant, l'expansion carthaginoise en Sicile entraîne des conflits avec les cités grecques, notamment Syracuse. Ces rivalités donneront lieu à une série de guerres entre Carthage et les Grecs, prélude aux futures confrontations avec Rome. L'Espagne et la route des métaux. Au IVe siècle avant notre ère, Carthage s'intéresse à l'Espagne, riche en minerais comme l'argent et le cuivre. L'établissement de comptoirs le long de la côte ibérique permet aux Carthaginois de sécuriser une source stable de métaux précieux, essentiels pour financer leur flotte et payer leurs mercenaires. Ainsi, Carthage, héritière du génie commercial des Phéniciens, était devenue une métropole riche et influente. Toutefois, cette prospérité attisa la convoitise de ses rivaux, en particulier Rome, dont l'expansion agressive mena à une confrontation inévitable. La rivalité grandissante entre les deux puissances précipita une série de guerres qui redéfiniront l'équilibre de la Méditerranée pour les siècles à venir. La rivalité avec Rome et les guerres puniques. L'origine du conflit entre Rome et Carthage. Pendant plusieurs siècles, Rome et Carthage ont coexisté pacifiquement, signant même plusieurs traités de non-agression et d'accords commerciaux. Cependant, les ambitions expansionnistes des deux puissances les ont inévitablement conduites à un affrontement direct. Le principal point de friction fut la Sicile, une île stratégiquement située entre la péninsule italienne et l'Afrique du Nord. Carthage y contrôlait plusieurs ports et cités depuis des décennies, mais l'influence croissante de Rome dans le sud de l'Italie rendait le conflit inévitable. En 264 avant notre ère, un événement mineur fut le déclencheur de la Première Guerre punique. Les Mamertins, un groupe de mercenaires italiens occupant la ville de Messine en Sicile, demandèrent l'aide de Rome pour contrer une attaque de Syracuse, allié de Carthage. Rome, voyant une opportunité d'étendre son influence, accepta d'intervenir, ce qui conduisit à une escalade rapide des hostilités avec Carthage. 2. La Première Guerre punique, 264 à 241 avenue Jésus-Christ. La maîtrise de la mer en jeu. La Première Guerre punique dura plus de 20 ans et fut principalement un conflit naval. Carthage, avec sa puissante flotte et son expertise maritime, semblait avoir un avantage décisif sur Rome, qui jusque-là était une puissance terrestre. Toutefois, Rome fit preuve d'une capacité d'adaptation remarquable. En capturant un navire de guerre carthaginois échoué, les ingénieurs romains copièrent et améliorèrent sa conception, introduisant une innovation décisive, le corvus. Ce dispositif permettait aux soldats romains d'aborder les navires ennemis en pleine mer et de transformer les batailles navales en combats terrestres, domaine où Rome excellait. La guerre fut marquée par plusieurs grandes batailles, notamment la bataille de Mylae en 260 avenue Jésus-Christ, et celle des îles Égates en 241 avenue Jésus-Christ, où Rome infligea une défaite décisive à Carthage. À l'issue du conflit, Carthage dut céder la Sicile à Rome et payer une lourde indemnité de guerre, marquant ainsi le début du déclin de son influence. 3. La Seconde Guerre punique, 218 à 201 avenue Jésus-Christ, l'expédition d'Hannibal. Après sa défaite, Carthage se remit rapidement en reconstruisant sa puissance économique en Espagne. Sous la direction du général Hamilcar Barca, puis de son fils Hannibal, elle établit un vaste territoire en Ibérie, exploitant ses riches mines d'argent pour financer une future revanche contre Rome. En 218 avenue Jésus-Christ, Hannibal prit l'initiative d'attaquer Rome de manière audacieuse. Plutôt que d'affronter la puissance romaine en mer, il entreprit une expédition terrestre légendaire, traversant les Pyrénées, le sud de la Gaule et franchissant les Alpes avec une armée comprenant des éléphants de guerre. Cet exploit stupéfia le monde antique et permit à Hannibal d'envahir l'Italie. Hannibal remporta plusieurs victoires éclatantes contre les légions romaines,
notamment à la bataille de Trasimène, 217 avenue Jésus-Christ, et à la bataille de Cannes, 216 avenue Jésus-Christ, où il anéantit l'armée romaine dans l'une des batailles les plus meurtrières de l'histoire antique. Pourtant, malgré ses triomphes, il ne marcha jamais sur Rome, espérant que les cités italiennes soumises à Rome se révolteraient. Cette attente fut une erreur stratégique, car Rome, sous la direction de Fabius Maximus, adopta une tactique de guérilla pour épuiser les forces d'Hannibal. Pendant ce temps, Rome envoya son général Scipion l'Africain attaquer les possessions carthaginoises en Espagne, coupant Hannibal de ses ressources. En 204 avenue Jésus-Christ, Scipion lança une invasion en Afrique du Nord, forçant Hannibal à revenir défendre sa patrie. La confrontation finale eut lieu en 202 avenue Jésus-Christ. À la bataille de Zama, où Scipion utilisa des tactiques novatrices pour neutraliser les éléphants de guerre d'Hannibal. Carthage subit une défaite écrasante et dut signer un traité de paix humiliant, réduisant sa flotte et perdant tous ses territoires en dehors de l'Afrique. 4. La Troisième Guerre punique, 149 à 146 avenue Jésus-Christ, la destruction de Carthage. Après sa défaite lors de la Seconde Guerre punique, Carthage fut réduite à une puissance secondaire, sous une surveillance constante de Rome. Malgré ses efforts pour respecter les termes du traité, Carthage subit les pressions croissantes de ses voisins numides, qui, alliés de Rome, multipliaient les incursions sur son territoire. Lorsque Carthage tenta de se défendre contre ces attaques sans l'autorisation de Rome, le Sénat romain trouva un prétexte pour lancer une dernière guerre punitive. En 149 avenue Jésus-Christ, Rome déclara la guerre à Carthage. Après un siège acharné de 3 ans, la ville tomba en 146 avenue Jésus-Christ. Les légions romaines menées par Scipion Émilien entrèrent dans Carthage et la rasèrent entièrement. La population fut massacrée ou réduite en esclavage, et, selon la légende, les terres de la ville furent même salées pour empêcher toute reconstruction, bien que cela soit historiquement douteux. Carthage fut définitivement effacée de la carte, marquant la fin de l'une des plus grandes civilisations de l'Antiquité. 5. Conséquences et héritages des guerres puniques. La destruction de Carthage permit à Rome de devenir la puissance incontestée du bassin méditerranéen. Elle annexa l'Afrique du Nord et transforma les anciens territoires carthaginois en province romaine d'Afrique, qui devint plus tard un centre agricole majeur de l'Empire. Cependant, l'héritage de Carthage ne disparut pas totalement. Son modèle économique et commercial inspira certaines structures romaines, et la culture punique survécut à travers les populations locales. De plus, l'histoire d'Hannibal devint un modèle d'excellence militaire étudié par de nombreux généraux au fil des siècles. Les guerres puniques furent bien plus qu'un simple affrontement entre deux puissances. Elles symbolisent l'ascension d'un empire et la chute d'un autre. Elles démontrent l'importance des stratégies politiques et militaires, ainsi que l'impact à long terme des décisions prises dans un contexte de rivalité impérialiste. Carthage, bien que vaincue, laissa un héritage durable qui continue d'influencer notre compréhension de l'histoire antique et de la géopolitique du monde méditerranéen. L'héritage des Phéniciens et des Carthaginois. 1. Une influence commerciale et maritime durable. Même après la destruction de Carthage en 146 avenue Jésus-Christ, l'héritage des Phéniciens et des Carthaginois a perduré à travers les siècles. Leur plus grand apport au monde antique a été le développement du commerce maritime. Les Phéniciens étaient des navigateurs hors pair qui ont su explorer et coloniser des territoires lointains, établissant un réseau commercial dense à travers la Méditerranée. Leur capacité à naviguer en haute mer, à concevoir des navires robustes et rapides, ainsi qu'à standardiser la construction navale ont eu un impact significatif sur les civilisations qui les ont suivis. Les Romains eux-mêmes ont adopté plusieurs innovations carthaginoises, notamment dans la conception des navires de guerre et l'usage de nouvelles routes commerciales. Les routes maritimes établies par les Phéniciens et Carthaginois ont continué d'être utilisées bien après leur disparition. Les Phéniciens furent également les premiers à introduire le commerce triangulaire en Méditerranée, reliant l'Europe, l'Afrique et le Proche-Orient. Leur système économique, basé sur l'exportation de matières premières et l'importation de biens manufacturés, a servi de modèle aux économies méditerranéennes ultérieures. 2. L'influence culturelle et linguistique. L'un des héritages les plus notables des Phéniciens est sans doute la création de l'alphabet phénicien, ancêtre de nombreux systèmes d'écriture modernes. Développé vers le 2e millénaire avenue Jésus-Christ, cet alphabet se caractérise par un nombre réduit de signes, 22 lettres, et une simplicité qui le rendait facilement transmissible. Contrairement au système cunéiforme ou hiéroglyphique, il ne nécessitait pas des années d'apprentissage pour être maîtrisé. L'alphabet phénicien a été adopté par les Grecs, qui y ont ajouté des voyelles, puis transmis aux Romains, donnant naissance à l'alphabet latin, celui que nous utilisons aujourd'hui. Il a également influencé les alphabets hébreux, arabes et cyrilliques,
témoignant de son rôle fondamental dans l'histoire de l'écriture. Sur le plan culturel, les Phéniciens et les Carthaginois ont également diffusé de nombreuses pratiques artistiques et artisanales. Leur maîtrise de la céramique, du verre soufflé et du travail des métaux a influencé les productions grecques et romaines. L'art carthaginois, avec ses mosaïques et sculptures, a survécu à travers certaines découvertes archéologiques, notamment en Tunisie. 3. La transmission des savoir-faire en agriculture et urbanisme. Carthage était une cité prospère dotée d'une agriculture avancée. Ses agriculteurs maîtrisaient des techniques innovantes comme l'irrigation artificielle, la rotation des cultures et la fertilisation des sols avec du compost. Ces méthodes furent reprises par les Romains, qui les appliquèrent à leur propre système agricole après la conquête de l'Afrique du Nord. L'ingénieur carthaginois Magon a rédigé un traité sur l'agriculture qui fut si précieux que les Romains, après la destruction de Carthage, l'ont traduit en latin pour s'en inspirer. Ce traité abordait divers sujets tels que la culture de la vigne, l'élevage et les techniques de conservation des aliments. Sur le plan urbain, Carthage a été un modèle d'organisation avec ses rues bien tracées, ses égouts sophistiqués et son impressionnant port circulaire. Les infrastructures portuaires carthaginoises, dotées de quais couverts et de hangars à bateaux, étaient parmi les plus avancées de leur époque. L'influence de ce modèle se retrouve dans plusieurs ports romains construits par la suite. 4. La religion et l'impact spirituel. Le panthéon phénicien et carthaginois était composé de divinités issues du Proche-Orient, comme Baal, Astarté et Melkar. Leur culte était pratiqué dans toute la Méditerranée, notamment dans les colonies phéniciennes et carthaginoises. La religion carthaginoise a souvent été décrite par les auteurs grecs et romains comme cruelle en raison des accusations de sacrifices humains, notamment d'enfants. Bien que la véracité de ces récits soit débattue par les historiens, il est certain que le culte carthaginois a eu une influence sur les pratiques religieuses en Afrique du Nord, qui ont perduré même après l'occupation romaine. Après la destruction de Carthage, les cultes puniques ont fusionné avec les traditions romaines et africaines, donnant naissance à des syncrétismes religieux. Par exemple, certaines divinités carthaginoises furent assimilées à des dieux romains, ce qui permit à leur culte de survivre sous une forme nouvelle. 5. Où sont-ils aujourd'hui ? Bien que les Phéniciens et Carthaginois en tant que peuple distinct aient disparu, leur héritage demeure visible dans plusieurs régions. Liban et Syrie. Les populations actuelles, notamment au Liban, portent des traces génétiques des Phéniciens. Les villes comme Byblos, Sidon et Tyr conservent des vestiges phéniciens importants. Tunisie et Afrique du Nord, les ruines de Carthage témoignent de la grandeur de cette civilisation. L'héritage punique subsiste dans la culture berbère et dans l'organisation agricole héritée de Magon. Espagne, Sicile et Sardaigne, Cadix, Ibiza, Palerme et Trapani étaient d'anciennes colonies phéniciennes et carthaginoises, et leurs vestiges sont encore visibles aujourd'hui. Malte et Italie, des influences puniques se retrouvent dans certaines pratiques artisanales et vestiges archéologiques. Des études génétiques ont démontré que certains habitants du Liban et d'Afrique du Nord possèdent encore des marqueurs hérités des Phéniciens. Leur influence culturelle et linguistique, notamment à travers l'alphabet, est omniprésente dans le monde moderne. Conclusion. Bien que Carthage ait été détruite, son influence a perduré à travers les âges. Son rôle de pionnier dans le commerce maritime, son apport fondamental à l'alphabet, son expertise agricole et son organisation politique ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du monde méditerranéen. Rome, bien qu'ennemi juré, a assimilé nombre de ses innovations, et plusieurs éléments de la civilisation carthaginoise ont survécu à travers les siècles. Aujourd'hui encore, les vestiges de Carthage témoignent de la grandeur d'une civilisation qui, bien que vaincue, a marqué durablement l'histoire humaine.